À tous, bienvenue mesdames, messieurs. Installation de cellules de base politique par ici, naissance de formation politique ou de regroupement politique. Pas là, peu de moments de répit, c'est ainsi pour les acteurs politiques béninois. Il n'y a pratiquement plus de week-end sans activité politique digne du nom. L'ambiance, à quelques nuances près, s'apparente bien à celle des périodes électorales. Les actions du gouvernement vantées d'une part, elles sont décriées par ailleurs. Les manèges cachent à peine l'envie des uns et des autres d'haranguer la foule, de la voix tout acquise à sa cause afin de s'offrir le maximum de sièges lors des prochaines joutes électorales, les élections législatives. Pour nombre d'états-majors de partis politiques, pas question donc d'attendre la période électorale proprement dite pour se jeter à l'eau. Législatif 2019 au Bénin, quel enjeu pour la classe politique? Tel est, mesdames, messieurs, le thème en débat ce jour. La parole, nous la donnons tout de suite à deux acteurs politiques déjà présents sur ce plateau. À ma droite, Babatoundé Biao, il est le porte-parole du Moël Bénin. Le nouveau-né, en juillet plus précisément, ça a été porté sur les fonds baptismaux. La voix des élites du Bénin, du jeune encore dans la fleur de l'âge, pour un Bénin véritablement révélé. Le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. C'est de cela qu'il est question. Babatoundé Biao, bonjour. Bonjour Joël. Merci de m'avoir invité ici pour parler du Moël et un peu de l'actualité aussi. Tout à fait. Merci à tous les camarades qui m'ont fait confiance pour porter la parole de ce mouvement, de ce parti. Ils sont à l'écoute et ils vont répondre certainement à leur façon. Sachez-le, ce plateau est le vôtre. Chaque fois que le besoin est, vous pouvez y passer. Parce que le Bénin se construira ensemble, en face de lui. Un autre porte-parole, lui, un porte-parole de formation politique peut en cacher un autre. Lui, il annonce donc Lam Abalo. Il est le porte-parole de l'USL, l'Union sociale libérale. Donc Lam Abalo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs de SICA. Comme mon ami Babatoundé, je voudrais saluer également mes camarades de l'Union sociale libérale et les remercier pour la confiance qu'ils me font en me, donnant l'opportunité de porter la parole de ce joyau politique. Nous sommes plutôt, nous autres, honorés de voir cette jeunesse prendre chaque jour qui passe ses responsabilités. Oui, ne plus être l'échelle par laquelle tout arrive, mais aussi être au cœur des instances de prise de décision. Bientôt, les législatives, dirions-nous maintenant, 6, 7, 8 mois encore pour y aller. Mais déjà, les acteurs politiques ont décidé de se donner les coups qui s'imposent lorsqu'il est question d'occuper les postes les plus stratégiques. Ce n'est pas encore les élections. Mais on s'interroge au Babatoundé, je vais tout droit vers vous pour demander, mais qu'est-ce qui fait courir les acteurs politiques? Le week-end, d'habitude, quand il n'y a pas d'enjeu en vue, c'est le calme plat, tout le monde se repose. Mais depuis quelques semaines, c'est sans répit. Oui, c'est normal. Ce qui fait courir les partis politiques, vous pouvez savoir, c'est le souci de la gestion de la cité. Donc, il faut qu'à un moment donné, chacun puisse se positionner. Et si nous sommes, comme vous venez de le dire, à 8 mois des élections, je ne vois pas un parti sérieux qui puisse rester sans rien faire. Donc, c'est pour ça que les gens, à gauche et à droite, essayent de s'organiser. En fait, tout ça, c'est des mouvements d'organisation qui permettent de se positionner et de savoir, comment nous menons notre stratégie pour affronter les élections. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal qu'en cette période-ci, des choses comme ça se passent, des activités comme ça se mènent. Donc, la Mabalo, la même question, je vous la pose. On se rappelle, il y a quelques années en arrière, l'histoire, elle est comme ça un peu têtue. On a constaté qu'ici, dans ce même Bénin, les gens ont attendu pratiquement 3 mois, 4 mois avant de commencer pas donner des mouvements auxquels on a droit aujourd'hui. La jeunesse qui a décidé désormais de prendre le devant des choses en serait-elle pour quelque chose dans ce mouvement? Oui, je crois. Vous savez très bien que on crée un parti politique pour aller à la conquête du pouvoir et pour gérer le pouvoir. Donc, la politique, c'est, on peut dire, le service à la communauté, le service public. Et un parti politique n'a de sens d'exister que lorsqu'il est très actif sur l'échiquier politique.
Vous n'êtes pas sans savoir que dans quelques mois, c'est déjà les élections législatives. Après, nous avons les élections municipales, locales et communales. Et enfin, la présidentielle en 2021, si les choses restent en l'état. Et donc, les 3 prochaines années sont des années électorales. Et c'est tout à fait normal que les partis politiques soient très actifs sur le terrain. Et vous allez constater que c'est le cas aujourd'hui. Ce qui est quand même curieux, c'est quoi? C'est que la très forte activité se retrouve dans le camp de ceux qui pensent que normalement on doit aller vers les grands blocs politiques. C'est curieusement ceux-là qui aujourd'hui créent des partis tous les week-ends. C'est curieusement, oui, parce que c'est quand même vouloir une chose et son contraire. Vous savez qu'on a fait de ce côté-là, où on continue de faire la promotion des grands blocs politiques. On nous a toujours dit qu'il fallait que les petits partis politiques disparaissent au profit de grands regroupements politiques. Mais paradoxalement, chaque week-end, de ce côté-là, on crée des partis politiques. À quelle logique cela répond? C'est une grosse question. Mais quand vous fuinez un peu, que vous leur posez la question, vous vous rendez compte que les gens s'organisent pour pouvoir être forts dans le grand regroupement. C'est-à-dire que c'est toujours mieux pour eux d'accéder au grand regroupement en étant déjà président de petits partis politiques que d'aller dans le grand regroupement en étant simplement militant. Et là, vous constatez qu'ils ne sont pas sereins dans leur camp. Vous constatez qu'ils se battent déjà parce que la guerre de positionnement sera rude par là-bas. Pendant ce temps, nous autres, à l'opposition, nous sommes totalement sereins. Nous travaillons chaque jour, nous discutons et nous préparons nos différentes stratégies pour aller à la conquête de l'électorat. Donc nous sommes totalement sereins. C'est la sérénité absolue. Le bien ne fait pas du bruit. Donc nous ne faisons pas du bruit, nous autres. Par contre, là-bas, il y a beaucoup de bruit. Avant de poser la question qui s'impose suite à ce que vous venez de dire à votre vis-à-vis, vous dites que le bien ne fait pas de bruit. Bien sûr. Donc ce qui s'observe, ce n'est pas, comme le disent certains, un chômage au niveau de l'opposition. Non, mais lorsque nous avons fait l'option de l'opposition, nous savions très bien ce qui nous attendait. Et donc, les meilleures stratégies ne sont pas les stratégies bruyantes. Ce n'est pas avec le bruit qu'on règle certains problèmes. Quand on parle de politique, on parle de stratégie. Et les stratégies sont dans des laboratoires. Les stratégies sont dans certains états-majors. Je vais vous rassurer ici que l'opposition se prépare pour les prochaines échéances en même temps qu'elle se positionne sur les faits de l'actualité. Donc, vous pouvez être rassurés, nous ne dormons pas et nous allons faire mal. Et ça, je vous le dis. En tout cas, parole, l'information politique de l'opposition, Babatunde Biao, votre vis-à-vis dit trouver très curieux ce qui se passe actuellement. Et c'est vrai, unanimement, beaucoup constatent que les forces qui accompagnent les actions du gouvernement en place sont plus actives, plus en jambes que l'opposition. Et donc là, Balo explique que non pas que l'opposition ne travaille pas, mais à sa stratégie. Dites, oui, pourquoi? Par exemple, quand on prend Mouel, c'est venu en juillet, je le rappelle bientôt. L'idée est ce que donc là m'a dit, d'abord avoir une formation, ensuite pouvoir entrer dans les grands regroupements et mieux s'imposer. Bon, je ne sais pas si donc là était dans le secret de la création de Moël, donc je ne... Non, il n'a pas spécifié, lui il a généralisé. Mais quand vous pouvez mieux parler de Moël, je pose la question. Moi, justement, c'est pour ça que je veux recentrer un peu au niveau du Moël. C'était pas l'idée. C'était pas du tout l'idée. Notre souci, c'était de travailler pour la cité. Et c'est venu à ce moment-là. Spontanément. On ne peut pas dire que... Bon, peut-être pas spontané, parce que quand c'est trop spontané aussi, ça cache un peu quelque chose. C'est quelque chose qui a été pensé, discuté pendant un moment. Bon, à un moment donné, on a dit, maintenant, c'est le moment, il faut le faire. Il s'est trouvé que c'est tombé en cette période-ci. Et vous avez vu, est-ce que vous avez vu le Moël se déclarer tout de suite d'un bloc? Non. Jusque-là, on n'a pas fait une déclaration pour dire qu'on est dans un bloc, parce que nous avons aussi notre stratégie. Vous avez une stratégie de discussion. Et je vais finir. Oui, allez-y. Vous me permettez de finir quand même, parce que vous m'avez posé la question. Notre stratégie n'est pas donc de dire, voilà, tout de suite, parce que les autres sont en train de s'agglomérer, on s'agglomère. Mais il faut bien réfléchir sur comment et avec qui se mettre ensemble. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est ça. Actuellement. Et c'est pour ça que vous n'avez pas encore une déclaration officielle du Moël. Alors, que répondez-vous à ceux-là qui disent, mais alors qu'ils en sont à prôner de grands ensembles, et des ensembles qu'on voit déjà presque sur le terrain, il y a 3 grands ensembles qui ont annoncé les couleurs, pourquoi encore aller à la création de mouvements au lieu de faire des corps ou directement à ces regroupements? Quand vous parlez d'ensemble, un ensemble c'est quoi?
Un ensemble, c'est plusieurs éléments qu'on met ensemble. C'est ça. Si vous avez un ensemble, c'est parce qu'il y a plusieurs petits éléments. S'il n'y a pas des éléments, comment vous allez créer des ensembles? Et c'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, peut-être que, donc là, en parlant, il disait tout à l'heure qu'eux, ils sont là et qu'ils observent, ils sont peut-être groggy, l'opposition est peut-être groggy et qu'elle ne sait pas encore comment prendre et ceux qui sont au pouvoir. Moi, je ne sais pas. Les agitations selon, Griffe, tel qu'il le dit, ce n'est pas des agitations stériles. Les gens savent ce qu'ils veulent faire. Et il n'a jamais été décrété d'ailleurs qu'il ne faut pas créer de parti. Ça aussi, je crois que c'est une erreur de notre part béninois de dire, bon voilà, on a décrété, on a dit qu'il ne faut plus créer de parti. Non, on n'a pas dit ça. Et puis, je vais vous dire, même dans les pays à grande démocratie, il y a plusieurs partis. Vous allez aux États-Unis, vous avez plusieurs partis. Vous allez en France, il y a plusieurs partis. Mais il n'y a que des ensembles, de grands ensembles qui ont émergé, qui sont toujours dans les élections. Donc, on ne peut pas empêcher les gens de se réunir. Ça, c'est notre constitution qui l'a demandé, qui l'a souhaité, c'est acté dedans, on va toujours se réunir. Maintenant, pendant les joutes électorales, si une force constate qu'elle n'est pas suffisamment forte pour affronter, elle va se mettre ensemble avec d'autres personnes. Sinon, rien n'empêche son existence jusqu'au moment où elle va considérer que, bon, maintenant, il faut disparaître ou se fondre carrément dans un ensemble. Donc voilà, nous, on n'est pas stressés par ça. Il faut que les gens le sachent. Et aussi, je voudrais dire que rien ne demande, aucun test ne demande aux Béninois de ne plus créer de parti. Donc il y en aura jusqu'à l'éternité. Maintenant, c'est sur le terrain, c'est au moment des joutes électorales qu'on verra. Il se peut même que des gens créent un parti et qu'ils décident de ne pas aller à une élection parce qu'ils n'ont pas encore suffisamment mûri leurs idées ou leurs stratégies. Ça, c'est pas parce que j'ai créé un parti qu'il faut forcément que je me présente à une élection. Cela dit, les partenaires au niveau de la majorité présidentielle essayent de travailler de manière à ce qu'il y ait moins de partis présidentiels, je vais dire comme ça, au niveau des élections. C'est pour ça que vous êtes en train de voir ce que vous voyez. Ça ne veut pas dire que les gens vont fondre leur parti dans forcément ces ensembles-là. C'est l'idéal. Mais si ça n'arrivait pas, on va le constater. Ce qui est sûr, il faut faire, et c'est ce que les gens sont en train de faire au niveau de la majorité présidentielle, fait en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de listes qui se concurrencent. Donc, il faut bien comprendre quand même cette stratégie-là. Pas beaucoup de listes qui entrent en concurrence. Déjà, au niveau de la majorité, on le disait tout à l'heure, on a 3 grands blocs qui ont annoncé les couleurs, dynamique unitaire, le bloc, le grand groupe présidentiel, le PRD, et puis on ne parle pas suffisamment de cette coalition, la coalition Bénin en route, qui chaque jour enregistre des adhésions, et le dernier né, l'Union nationale démocrate, qui a été portée sur les fonds baptismaux à Ouida, à la porte de nos retours. Tout un symbole. On dit les initiateurs. Donc là, Mabalo, comment vous avez suivi cette initiative qui paraît à plomber quelque peu les ambitions de l'opposition au niveau de cette partie du Sud-Bénin? Ah bon? Vous pensez que ça plombe les intentions de l'opposition? C'est ce que les initiateurs ont dit. Il paraît même qu'une invitation a été adressée à l'opposition qui a préféré vider le lieu. En tout cas, nous, les données qui nous parviennent, on est obligé de les exposer. Nous sommes totalement sereins. Comme je vous ai dit, nous sommes très calmes et nous observons l'agitation qu'il y a au niveau... Ça, c'est une agitation? Oui, mais parce la porte du non-retour? Non, écoutez, c'est leur symbole. D'accord, c'est un symbole qui représente beaucoup pour les populations de Ouida et que nous respectons, et pour également l'histoire, d'accord. Mais je ne sais pas pourquoi cette nouvelle coalition a choisi d'aller là-bas. Je ne suis pas là pour ça. Ce que je constate, c'est quoi? C'est que il y a plusieurs formations politiques, n'est-ce pas, qui s'organisent au niveau de la mouvance présidentielle. Et ça, ce n'est pas le signe d'une certaine sérénité. Vous avez parlé de 3 blocs. Mais là, nous allons vers 4, 5, peut-être même 6 blocs. Parce que si vous regardez la dernière coalition, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup de jeunes qui se sont mis ensemble. Ça veut dire simplement que ces jeunes n'ont pas trouvé leur place au niveau des 3 grands blocs dont vous parlez, dynamique unitaire, progressiste et tout le reste. Vous constatez que ce sont des députés qui ont un âge certain et qui, depuis un moment donné, sont représentés à l'Assemblée nationale. Et ces jeunes qui s'organisent ici n'ont peut-être pas de chance de se retrouver dans ce bloc, d'accord?
Vous constatez également que de ce côté-là, de l'autre côté, c'est-à-dire en face, on a lancé un parti politique de femmes, exclusivement de femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on manque encore une fois de sérénité. Et on est en train de jouer. On se demande, bon, si nos 3 blocs ne marchent pas, parce que nos 3 blocs font la promotion d'anciens députés, on mettra en avant soit les femmes, soit les jeunes, pour démontrer que dans le souci du renouvellement de la classe politique, c'est nous qui faisons la promotion des femmes, c'est nous qui faisons la promotion des jeunes. Donc, vous voyez que, comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas sereins. Ils sont en train de chercher toutes les stratégies possibles pour pouvoir passer lors des prochaines joutes électorales. Et ce n'est pas évident pour eux parce qu'encore une fois, nous regardons cela avec le sourire et nous nous disons, ils ne savent pas encore ce qui les attend. Lorsque j'écoute mon ami porte-parole du MOEL, je me rends compte que le MOEL n'est pas encore dans la logique d'aller dans les grands ensembles. Ça veut dire quoi? C'est une voix discordante dans l'ensemble de ce qui se prépare. Le MOEL n'est pas encore prêt, n'a pas encore fait une déclaration à 7-8 mois des élections pour dire s'il rejoint ou pas un bloc ou un autre. Donc le MOEL pourrait aller aux élections seul. Et lorsqu'on dit qu'on peut créer un parti politique et ne pas aller aux élections, je trouve que ce n'est pas vrai. Pourquoi alors créer un parti politique si on n'est pas prêt à aller à des élections? Et les textes sont clairs. Lorsque vous êtes parti politique et que vous ne participez pas à un certain nombre d'élections de façon successive, vous devez disparaître de l'échiquier politique national. Donc, vous allez constater, nous ne sommes pas groggy. Au contraire, nous regardons en face, nous avons des informations en face et nous savons très bien quelle est la parade à apporter pour les prochaines élections. En tout cas, c'est dans quelques mois. On est là. Nous allons tous ensemble solliciter les suffrages des Béninois. Mais nous voulons simplement dire qu'il faudrait qu'on laisse tout le monde aller aux élections dans de bonnes conditions et dans les mêmes conditions. Qu'on ne mette pas en place de façon ad hoc des textes ou des dispositions légales pour empêcher certains d'aller aux élections avec les mêmes chances que les partis au pouvoir. C'est tout ce que nous demandons. Et lorsque je le dis, je fais un clin d'œil rapide à cette proposition de code électoral qui va être en débat d'ici quelques heures à l'Assemblée nationale. Il faut faire en sorte pour que ce code-là ne soit pas exclusif comme il l'est. C'est très important parce que si on pense qu'on a des chances de gagner, si on pense que la compétition est ouverte, pourquoi est-ce qu'il faut changer les règles de jeu à quelques mois seulement des échéances, alors que aucun diagnostic sérieux, réel n'est fait pour justifier le changement du code électoral? C'est ça le vrai débat. Donc, la mouvance peut continuer à s'agiter. Nous, on est totalement sur un nombre d'outils. Donc, la Mabalo a ouvert la brèche. On va s'y engouffrer. Oui, le code électoral. Babatunde, vous avez peut-être quelques compléments à faire. Mais bien sûr. Aussi le code électoral. Bien sûr, moi, je ne vais pas m'engouffrer dans cette brèche encore. Parce que les démonstrations de mon ami Clam veulent dire, en fait, confirmer qu'il a quasiment taillé la stratégie que les gens à la majorité présidentielle seraient en train de mettre en place pour aller aux élections. Mais en quoi ça là peut leur faire peur? Mais qui a dit qu'on avait peur? Mais c'est parce que vous avez peur. C'est parce que si vous n'aviez pas peur, oui, vous n'auriez pas tant pris d'importance à décrypter. Voilà, on est en train de fabriquer des femmes ici, des jeunes par là, les anciens... Non! La sérénité, c'est une attitude. La sérénité, à mon avis, c'est de dire, bon, ok, faites tout ce que vous voulez là-bas, mais nous sommes là et c'est ce que j'ai dit. Attendons. Non, c'est ce que j'ai dit. Non, faites tout ce que vous voulez. C'est pas exactement comme vous voulez. C'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça. Ensuite, vous vous demandez, pourquoi on crée le MOEL et qu'on ne va pas aux élections. C'est à nous de décider de ce que nous faisons. C'est à nous. On ne peut pas dire parce qu'on a créé un parti, il faut, sitôt sensu, rentrer dans la logique de, bon, voilà, il y a une élection, on va aux élections de manière les yeux fermés. Et puis, non. Nous n'avons pas créé un parti pour une semaine. On a créé un parti pour le long terme. Et donc, nous aurons des discussions avec des partenaires et nous saurons ce qu'il faut faire à chaque élection. Vous n'imaginez pas quand même que le MOEL aille à une élection présidentielle si c'était demain. Donc, laissez-nous réfléchir sur comment nous allons travailler. Bon, je pense que, franchement, il faut vous calmer. Parce que n'ayez pas peur que les femmes s'organisent à gauche, que les jeunes s'organisent à droite, que les anciens s'organisent. Il y a une idée qui est en dessous de tout ça là, qu'il faut quand même apprécier. Le fait que dans une majorité présidentielle, qu'on retrouve 12, 15,
18, 25 partis, est-ce que c'est une bonne chose? Ce n'est pas une bonne chose. Donc, c'est plutôt bien de voir l'idée que les gens sont en train de dire, bon, ok, nous allons nous mettre ensemble pour ces élections-là. Et je crois que le jeu serait plus facile pour les uns et les autres. Vous dites que ce n'est pas une bonne chose qu'il y ait 10, 15, 20, et pourtant vous créez encore des partis. C'est là le paradoxe. Mais c'est ce que je vous explique. Vous créez encore des partis chaque week-end. Alors que vous retenez vous-même que ce n'est pas une bonne chose que dans une majorité... D'abord, c'est constitutionnel de créer un parti. Donc, on ne peut pas faire le reproche à des gens de créer un parti. Alors, vous permettez, on va peut-être évoluer avec votre permission, parce que qui dit élection dit, comme je l'ai dit, un certain nombre d'outils. Des outils dont la disponibilité compte pour une élection, comme on dit souvent, apaisée. Aujourd'hui, la question du code électoral reste l'une des questions les plus lancinantes. Et dans quelques heures, comme l'a souligné votre vis-à-vis, cette question sera débattue. Elle a fait couler assez d'encre et de salive. Au niveau du Moël Bénin, quelles restent les approches, quelle est la vision autour de ces points qui sont jusqu'à présent restés à controverse? Bon, vous voulez parler des questions de caution, en fait. Pour être plus clair. Mais il y a ce point, il y a d'autres, on y revient. Oui, voilà. On commence par là, par exemple. Je ne peux pas vous donner une position du Moël aujourd'hui parce que nous n'avons pas tranché sur la question. On n'a pas tranché. C'est resté une question un peu embêtante, c'est ça? Elle ne nous embête pas, mais vous savez, les choses les plus sérieuses, c'est pas comme ça qu'on les prend. Et quand vous prenez ce code, par exemple, vous, au niveau du Moël, quand vous l'observez, oui. Quel est le diagnostic que vous en faites pour la vision, le rêve d'un Bénin plus démocratique demain? Est-ce que c'est la première fois qu'on parle du code à l'approche des élections? Je ne suis pas sûr. On change souvent certaines règles à l'approche des élections, de ce que je sais. Hein. Et donc, je ne vois pas pourquoi ça... Je reviens sur la question de caution. C'était pas à 15 millions. Jusqu'à aujourd'hui, c'est à 15 millions, mais c'était pas à 15 millions. Jusqu'à un moment donné, on a dû changer ça. Tout à fait. Alors, les circonstances aujourd'hui peuvent faire que les gens veuillent, enfin les députés, choisissent de changer. Je ne dis pas, parce qu'il faut que ce soit clair, que les montants qui sont fixés sont les bons. Mais je dis, l'idée de retoiletter le code électoral ne nous effraie pas. Non, par contre, le contenu... Pour ce que vous permettez, pour ce que l'objecteur de confiance a observé, c'est que l'idée de modifier ne gêne pas, pour autant, ni la société civile, ni personne. Mais plutôt ce qui est projeté. Qu'est-ce qui est projeté? Quand vous prenez la caution, puisque vous en avez parlé, vous n'avez pas tranché de la question, mais beaucoup pensent que aller à un rêve, encore que ce sont les députés qui l'ont proposé, une caution qui va dans les 200 millions, que pour un Bénin, ça ne fait pas sérieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que le parti politique, comme on le dit, c'est la gestion de la cité. Pour le Bénin, est-ce que ça reste une option si cette question doit être vraiment abordée dans ce sens? Je ne suis pas ici pour donner des points de vue malheureusement personnels. Sinon, j'allais vous les donner. Mais le parti n'a pas tranché. Et il n'est pas vraiment bien séant que je me mette à faire des démonstrations sur des chiffres. Ça, c'est vrai. Je pense que c'est contrevenant même par rapport à nos règles. Sur le code vu d'ensemble, qu'est-ce que vous pouvez alors dire au nom du parti? Mais le code n'a pas été voté encore, j'espère. Non, sur les propositions, je veux dire, et ce qui sera fait, parce que lundi, quelque chose sera fait. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Ils vont débattre de la question. Nous serons avec la majorité présidentielle, et la position qui sera celle de la majorité présidentielle sera la nôtre. Il n'y a pas à discuter. Peu importe cette position. Mais écoutez, vous voulez que... Bon, attendez. Quand je dis je suis d'un bloc, et on a décidé ensemble de faire quelque chose, moi je me lève et je dis non, c'est pas ce que je pensais. Non. Par contre, pour qu'on en arrive là, nous aurons des discussions. Et nous avons des discussions. Et je l'avais dit sur un autre plateau, il y a des canaux par lesquels nous discutons au sein de la majorité présidentielle. Et ce qui sera décidé, en tout cas, au niveau du Moël, nous n'avons pas donné encore une position définitive. Donc, Lama Balo, et je répète ça. Je suis cette question avec beaucoup d'intérêt. Au niveau de l'USL, est-ce qu'il y a une vision d'ensemble et peut-être, par extension, au niveau de l'opposition? Mais un parti politique sérieux, et ça je vous le dis, un parti politique sérieux, sur une question aussi sérieuse que le code électoral, devrait déjà prendre position. C'est très clair.
parce qu'il s'agit de l'ensemble des règles qui doivent régir les élections et donc régir même la vie politique. Donc, nous, on est très sérieux. Et sur cette question-là, on a déjà pris position. Nous sommes contre le code électoral tel que présenté, tel que voté par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Et puis, quand vous faites le point dans cette commission, ils sont majoritairement de la mouvance présidentielle, donc ce sont eux qui ont proposé ce type de code. Alors, première chose, sur l'opportunité même de changer le code électoral, nous ne sommes pas d'accord, parce que nous, à l'Union sociale libérale, nous demandons qu'on nous présente le diagnostic aujourd'hui qui autorise qu'on aille vers la révision du code électoral. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Vous allez constater qu'il y a 5 ans, toutes les fois que nous avons une élection, on prend une loi électorale, n'est-ce pas? Mais les députés eux-mêmes ont décidé de ne plus continuer à fonctionner comme ça et donc d'aller vers un code pour régir l'ensemble, n'est-ce pas, des joutes électorales qu'on a. Ça fait 5 ans, 2013, 5 ans que ce code est là. Ce code a permis d'élire les députés qui sont là aujourd'hui. Ce code a permis d'élire le chef de l'État qui est là aujourd'hui. Ce code a permis d'élire les maires et les conseillers municipaux qui sont là. Donc on ne nous dit pas aujourd'hui le reproche qu'on fait à ce code qui recommande qu'on aille à sa révision à moins de 9 mois d'une élection, à moins de 9 mois des législatives. Et lorsque vous n'avez pas ce diagnostic et que vous lisez les nouvelles dispositions qu'on a mises dans ce code, vous comprenez donc pourquoi est-ce qu'on va dans ce sens. On va dans ce sens parce que justement, on a envie de monter la caution à 200 millions pour les législatives et à 250 millions pour la présidentielle pour empêcher certains, sur la base de l'argent, empêcher certains d'avoir l'ambition de diriger le pays ou d'avoir l'ambition d'aller à des élections. On le dit comme ça, on ne prête pas d'intention. Je ne prête pas d'intention. Et là, je suis même surpris que le MOEL dise qu'il ne s'est pas encore positionné sur la question. Parce que lorsque j'écoute le président du MOEL, qui, le jour du congrès, n'est-ce pas, de son parti politique, a dit clairement que son parti est contre, son parti vient combattre l'argent en politique. Et il a dit, lorsque vous mettez l'argent devant en politique pour briguer des responsabilités, eh bien, vous ne pouvez que faire l'apologie de la corruption. Il l'a dit, le président du MOEL. Est-ce que je peux me permettre? Et donc, lorsque le président... Je finis d'abord. Lorsque le président du MOEL lui-même dit qu'il vient combattre l'argent politique, eh bien, son parti devrait déjà se positionner sur le fait qu'on ait mis l'argent devant pour accéder à des responsabilités publiques. Sur ça, je suis surpris que le MOEL n'ait pas une position officielle. Ça me pose un problème. Alors, l'autre chose, vous voyez dans le code qu'on parle des anciens chefs d'État. Alors, aujourd'hui au Bénin, nous n'avons que 2 anciens chefs d'État. Nous avons Thomas Boniaï, nous avons le président Nicéphore de Soglo. Et les 2 anciens chefs d'État sont contre la gouvernance actuelle. Sont contre. Je ne sais pas si il y avait un seul parmi eux qui était pour la gouvernance actuelle, on sortirait des dispositions pour dire que si vous êtes ancien chef d'État, avant que d'être candidat aux élections législatives, vous devez renoncer à votre statut d'ancien président 1 an auparavant. Ce sont des clauses d'exclusion. Et ça, nous le dénonçons fortement dans ce nouveau code électoral. Et heureusement que même les jeunes de la mouvance présidentielle nous donnent raison, puisqu'ils officiellement se sont prononcés sur la caution. Ils ne sont pas d'accord. Donc au sein même de la mouvance présidentielle, il y a encore une fois des voix discordantes. Et puis, si vous le voulez, 3e point, c'est la recherche de 15% pour les listes avant d'enlever un siège. Ça répond à quelle logique? À aucune logique. Donc quand on voit tout ça, un parti politique sérieux est obligé de prendre position, de se prononcer. On ne peut pas attendre. Parce que quand je l'écoute, il dit oui, on est dans une majorité. Si la majorité décide, nous, on ne peut que suivre. Mais c'est grave si ça fonctionne comme ça. Si la majorité prend des décisions qui entraînent un recul démocratique, ils vont suivre parce qu'ils sont de la majorité. Alors là, nous ne sommes pas dans un système démocratique. Donc j'ai envie de dire tout ça pour démontrer que nous, à l'USL, nous sommes suffisamment sérieux pour prendre position sur ce genre de questions et nous avons pris position. Voilà la position de l'USL que je vous présente. Alors, je vais dire que nous sommes plus sérieux que vous ne le pensez. Et je vais vous dire tout de suite que votre utilisation de ce qu'a dit notre président n'a pas été juste. En parlant de l'argent, notre président, à Awaya, il a bien expliqué que c'est l'argent qui dit « je vous donne cet argent, votez pour moi », que c'est contre cet argent que nous combattons. C'est cet argent-là que nous combattons. L'argent donc de la corruption électorale. Ce n'est pas de la caution qu'il parle. Mais ce la n'est pas l'argent. Non, attendez. Il faut pas mélanger et travestir l'idée qui a été sortie. L'idée, c'est de dire il ne faut pas que les pauvres populations soient là, tranquilles, et qu'on vienne dire bon,
si je vous donne 2000, vous votez pour moi, et puis demain, bon, je suis député, et après, je vous tourne dos, hein, je caricature. C'est cet argent-là, c'est de ça qu'il s'agit, l'argent de la corruption. Par contre, ici, vous dites que on a changé que le code existait et que il faut diagnostiquer pour savoir. Un test le test a-t-il décrit le temps qu'il faut pour le modifier? Je crois que non. Et si les lois avaient existé pendant longtemps et qu'on changeait au fur et à mesure qu'on faisait les élections et qu'à un moment donné les gens ont arrêté, mais ça veut dire qu'il y avait des problèmes. Et le code aussi, certainement aujourd'hui, les députés ont vu qu'il y a des choses à revoir dedans. Lesquelles? Laissez-moi vous dire une chose. À l'étape actuelle, le code n'est pas voté. J'ai comme l'impression qu'on veut faire croire aux gens que c'est déjà voté. Non, c'est pas voté. Vous qui dites que... Bien sûr, la commission des lois... Certains présages de ce qui pourrait... Mais c'est normal. On a vu récemment la commission des lois accepter une chose qui a été refusée en plénière. Je ne sais pas si vous... Tout à fait. Donc ce n'est pas encore la fin. Vous qui êtes sérieux tel que vous le dites et qui vraiment prenez tout au sérieux comme si, bon, il n'y a pas de sérieux ailleurs, et vous le savez très bien, vous savez que vous avez la possibilité d'infléchir cette tendance-là, tant qu'elle est mauvaise. Vous avez encore la possibilité de faire des amendements, oui ou non? Mais si vos amendements passaient, c'est tant mieux. Si ça ne passe pas, c'est ça aussi la démocratie. Il faut que nous apprenions à accepter quand c'est dur et que c'est la majorité qui l'a accepté. Mais que diriez-vous de ceux qui, après les élections présidentielles passées, n'étaient pas d'accord avec le président Talon et qui n'ont pas voté pour lui? Mais aujourd'hui, ils sont obligés d'accepter qu'il soit président. C'est ça aussi la démocratie. Acceptons-le, apprenons-le. Parlons du Moël. Vous dites, oui, si vous étiez sérieux, vous deviez avoir une position au sein de la majorité présidentielle. Et quand la majorité présidentielle va dire quelque chose, vous allez accepter. C'est pas ça. C'est pas ce que j'ai dit non plus. Pour que la majorité présidentielle arrive à voter dans un sens, ça veut dire qu'à un moment donné, nous avons parlé avec les partenaires. Et si les partenaires, au niveau de l'Assemblée, la décision qu'on a prise, disent la même chose que nous, qu'est-ce qui pourrait se passer? Maintenant, pourquoi vous voulez qu'officiellement, ici, moi je dise que bon, le Moël, voici sa position? Non, nous ne travaillons pas comme ça. Peut-être que c'est pas la même manière, c'est pas de la même manière que les autres travaillent. Mais voilà comment nous on travaille. Pour l'instant, nous ne pouvons pas nous prononcer à volo sur tous les dossiers comme ça quand ça vient. C'est pas bien. Les acteurs politiques, c'est déjà pas bien. Vous êtes donc la Mabalo, la population vous observe et parfois semble un peu perdu. Oui, vous aurez une minute. La population vous observe, vous, acteurs politiques, mais semble parfois vraiment perdu. Et je le dis sérieusement, je répète une fois encore, on fait l'effort, nous autres, de pouvoir recueillir un peu leur réaction tout en revenant vers vous. Parce qu'ils disent ne pas pouvoir comprendre qu'ils n'ont pas la possibilité, c'est vos citoyens, vos mandants, de pouvoir répondre chaque fois. Mais on ne peut pas avoir tout le temps des émissions interactives. Vous avez parlé du principe de la loi de la majorité tout à l'heure. Une loi qui s'impose, qu'il faut respecter. Mais alors, beaucoup se demandent aussi, il faut chaque fois tenir compte de cette loi de la majorité. Quand on se rend compte que la loi du grand nombre, parfois, ne porte pas toujours la voix du grand ensemble. Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que, est-ce que la majorité a toujours raison? Voilà. C'est ce que vous voulez dire. Voilà. Mais ça, malheureusement, c'est ce que le Bénin a accepté de faire. C'est ça, et ça s'appelle démocratie. Et je vous ai donné l'exemple. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec le président Talon quand il a été élu. Vous voulez qu'il fasse quoi? Ça, c'est clair. Qu'il aille se suicider parce qu'il a élu? Justement, c'est exactement comme ça que si cette loi, elle est votée, si ce code, il est amendé selon les dispositions là, mais c'est comme ça va passer. Vous savez, il y a, je vous reviendrai certainement après cette émission où quelqu'un va peut-être vous appeler. Ils sont un certain nombre de jeunes qui vous observent. À chaque émission 100% Bénin, ils sont nombreux à dire c'est quoi le thème, qui seront les probables invités. Et je vous fais la confidence d'un d'entre eux qui porte la voix d'un certain nombre de jeunes qui disent avec les têtes qu'ils ont au sein du Moël, qu'ils espèrent que le Moël fera la différence. Et ici, cette question que vous n'avez pas répondu parce que justement Moël n'a pas pu trancher, j'imagine qu'ils resteront sur le fin parce que eux ils ont pris une position, ils espéraient avoir votre position, mais malheureusement ils n'ont pas à travers cette émission. Mais j'insiste au regard de ce qu'ils ont dit pour dire mais
par rapport à une question comme celle-là, qui pour la couche juvénile est déterminante et qui pense, elle, même en étant indépendante, pourra participer aux législatives parce qu'ils ont aussi des rêves. Ce n'est pas encore voté, mais ils voient les signaux que la majorité a portés au niveau de la commission des lois, se disent avec la loi du grand nombre, et pour un test, un code électoral qui n'est pas un test référendaire, où on sait que la loi mécanique passe plus facilement, est-ce qu'il n'est pas à craindre? Et si c'est ça la voie du grand nombre, où on dit c'est les 200 et quelques millions qu'il faut payer pour le Moël, votre avis personnel pourrait compter sur ce plateau? Vous voulez en fait que je vous donne Non, mon non, avis personnel? je pense à ceux-là qui nous écoutent et qui veulent savoir c'est telle chose. Oui, bon, ils vont nous écouter, chacun son avis. Moi, je ne suis pas obligé d'adopter l'avis de quelqu'un. Non, du tout Donc, pas. Parce que vous êtes leader. Voilà. Et ils regardent le leader. On n'adopte pas l'avis des autres parce que, bon, on veut leur faire plaisir. Tout à fait. Non. Tout à fait. Parce que vous avez un rêve. Et c'est de ces rêves qu'il parle. Et justement, je vous dis une chose. Quand vous rentrez, vous optez pour une voie, il faut accepter les conséquences. C'est ça le problème. Je ne suis pas en train de dire sur ce plateau que payer 500 millions, 1 milliard pour être, comment on appelle, éligible est normal. Pas plus que je ne vous dirai même pas que 0 franc est normal. Mais je dis, si nous avons l'intelligence d'être des pour et des contre, il faut que nous puissions effectivement, quand le débat vient, jeter notre idée sur la table. Si ça passe, eh bien ça passe. Si ça ne passait pas, on est obligé de subir. Eh bien, on laisse la fois là, donc la Bavalo et on va évoluer. Rien de plus. Donc, qu'on ne nous fasse pas le reproche de ne pas avoir une position à gauche, à droite. On doit pouvoir accepter cela. Le silence, ça compte aussi. Ah ben voilà. Non. Et puis parfois, c'est plus intelligent. On peut vous faire le reproche de n'avoir pas une position claire. On peut vous faire ce reproche-là. À vous de prendre notre reproche en compte ou de ne pas le faire. Et on ne peut pas attendre que la loi soit votée avant de faire le débat. Non, pas du tout. Parce que le rôle également des formations politiques, c'est de faire de la veille. On ne peut pas attendre alors que ce code a traversé l'étape de la commission des lois, avec ce qu'on a vu là, attendre que ce soit voté en plénière avant de faire le débat. Donc, nous faisons le débat. C'est pas ce que j'ai dit. Nous faisons... Non, vous dites que ça n'a pas encore été voté. C'est pas ce que j'ai dit. Attention, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit de faire le débat après coup. Donc, j'ai pas dit ça. On n'attendra pas que ça soit voté d'abord. Pour nous, c'est très clair. Et nous faisons nos propositions. Quand vous dites il faut faire du lobbying pour infléchir la position des députés, mais nous savons très bien ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Nous avons un bloc de la majorité présidentielle à 62 députés qui, depuis un moment, fait passer des lois comme il veut, ce bloc-là. Et vous savez très bien que pour infléchir une décision, la procédure pour voter la révision de la Constitution n'est pas la même que pour les lois ordinaires. À 42, ils ont voté ça. À 42, ils ont voté. Donc, je ne sais pas quelle position on veut infléchir avec 19 députés de la minorité sur une pareille proposition de code électoral déjà votée par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il faut qu'on soit réaliste. Et donc, comme à l'Assemblée nationale, on fait passer la volonté du chef de l'État, on a un bloc de la majorité présidentielle et on vote les lois simplement, n'est-ce pas? Ils vont le faire. Mais nous faisons, nous autres, ce qu'on peut faire comme tapage pour dire on n'est pas d'accord sur ces dispositions. Lorsque j'écoute M. Babatunde sur la question de l'argent, il dit par exemple que oui, l'argent dont parle le Moël, c'est l'argent de la corruption. Quand on vous donne de l'argent pour acheter votre vote, quand on vous donne de l'argent pour orienter votre vote. Mais ce qui se passe ici, pour les 200 millions, 250 millions, c'est aussi de la corruption, qu'on le veuille ou pas. Parce que celui à qui vous demandez de payer 200 millions, à la liste à laquelle vous demandez de payer 200 millions, ou à l'acteur politique auquel vous demandez de payer 250 millions comme caution, sans compter ce qu'il va dépenser pour faire la campagne. Avant d'aller, mais quand il va prendre le pouvoir, vous pensez que son premier réflexe ne serait pas de se faire rembourser? Vous pensez que son premier réflexe ne serait pas de rentrer dans ses fonds? Mais ça va être son premier réflexe et c'est tout à fait normal. Les grandes démocraties que nous copions, il n'y a pas de caution. En France, on ne paye pas de caution pour aller aux élections présidentielles et à toute autre élection. Aux États-Unis, on ne paye pas. Alors pourquoi est-ce que l'argent peut être l'un des facteurs principaux? C'est là la grosse question. Et c'est là où je dis, partout où on parle d'argent, on parle de corruption. Donc, le Moël doit être d'accord avec nous que même lorsque sa façon de parler d'argent est relative à la corruption, c'est-à-dire donner de l'argent pour recueillir un vote, mais c'est la même chose que quand on te demande de donner de l'argent pour être candidat. Les députés doivent redorer le blason de la démocratie béninoise en prenant des dispositions qui sont loin de l'argent. Et il y a plusieurs dispositions qu'on peut prendre.
On peut vous dire, par exemple, que si vous voulez être candidat à l'élection présidentielle, d'avoir à recueillir un certain nombre de signatures, d'avoir des élus locaux, un certain nombre d'élus locaux, d'avoir un certain nombre de représentants à l'Assemblée, d'être désigné par un parti politique. Mais ça, c'est aussi des critères, mais qui valorisent la démocratie. Mais quand on met l'argent, souffrez qu'on ne puisse pas être d'accord avec ça. Et encore une fois, je le répète, un parti politique sérieux devrait se positionner sur ce genre de questions. Pour moi, c'est très important. Je tenais à le dire quand même pour que mon ami, porte-parole du MOEL, sache que cette position-là devrait être applaudie de tout le monde. L'argent ne peut pas être le déterminant pour accéder à des fonctions publiques. Code électoral, liste électorale, ça reste un outil parmi tant d'autres qui reste aussi très important pour pouvoir décider des orientations en vue des choix politiques à opérer. Babatoundé Biaou, depuis un certain temps, donc la Babalo valable, je commence par Babatoundé Biaou, c'est le silence plat autour du COS Lépi, le travail qui se fait de l'autre côté. Les acteurs politiques ont la manie, dit-on, de se taire et ensuite, à la dernière minute, de commencer par faire beaucoup de bruit, quitte à emballer la population qui ne demande plutôt qu'à être servie, à avoir son gagne-pain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au travail qui se fait de l'autre côté? Vous avez un œil là-dessus ou ça compte très peu pour vous? Attendez, vous demandez si le MOEL a un œil là-dessus, spécialement? Mais le MOEL, en tant que formation politique... J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas au courant que le COS Lépi est en train de travailler et qu'actuellement ils sont en séminaire. Pourtant, moi, je viens de l'extérieur et je suis plus informé que vous. Non, pas moi. Les téléspectateurs veulent savoir ce que vous faites. Vous n'avez pas suivi que le président du COS Lépi a fait le point de là où ils en sont maintenant et que, voilà, les dispositions qui sont en train de prendre. Que vous êtes, que dites-vous? Mais à vos mandats qui s'interrogent. Mais justement, vous êtes là, il ne s'agit pas de moi. C'est ce que je suis en train de vous dire. Puisque nous savons que le COS Lépi était en train de travailler. Donc, je ne sais pas pourquoi nous pouvions nous émouvoir de ce que tout était plat. Tout n'était pas plat. La preuve, c'est hier soir, je crois, je n'ai pas de précision là-dessus, qu'ils ont donné une conférence de presse où le président a dit ce qui est en train d'être mis en place pour que la liste électorale soit... Vous êtes rassurés. Mais en tout cas, pour l'instant, pour tout ce que nous avons comme information, d'abord, on a mis l'argent à leur disposition, ils l'ont dit, c'est pas moi qui l'ai dit, l'argent a été mis à leur disposition, donc c'est pas comme... à un moment donné où, bon, voilà, on tirait par les cheveux pour avoir un copec par-ci, deux par-là, jusqu'à terminer la liste électorale. Aujourd'hui, ils ont dit qu'ils ont l'argent à disposition et que les instruments, les outils dont ils auront besoin, eh bien, qu'ils sont en train de les mettre en place. Ils ont rendu compte. Oui, de votre moment encore oblige, journaliste que nous sommes. Sauf si vous avez une information contraire. Hier, M. Babatoundé Biaou, devoir de mémoire, je le répète, pour l'objectif de conscience que nous sommes, ce sont, oui, les responsables à ces niveaux qui ont donné de la voix, être sur la bonne voie et qui, coup de tonnerre, ont après alerté de ce que ça ne va pas. Et ensuite, de voir les acteurs politiques défiler pour tirer la sonnette d'alarme, qui dire que c'est l'autre qui, dans l'ombre, est à la base de ce à quoi on assiste aujourd'hui, ces acteurs politiques. Que disent-ils parallèlement à ce que sert aux populations les acteurs au niveau de ces cellules, donc la Mabalo, au niveau de l'USL, c'est quoi la situation? Vous observez, vous consommez ce qui vous est servir sans avoir un œil sur ce qui se passe, que retiennent vos mandats. Nous, on ne consomme rien du tout. On veut savoir. Voilà les débats sérieux qu'il faut faire, d'accord? Plutôt que de s'arc-bouter sur le changement du code électoral. L'un des débats sérieux, c'est que dans quelques mois, nous allons aux élections avec quelle liste? C'est ça qu'on attend des députés. Et vous allez voir que curieusement, même dans la révision du code électoral, sur la question du COS Lépi, ils n'ont rien changé. Ils n'ont rien changé. Ça veut dire que ce n'est pas ça qui est leur priorité. Et quand je le dis, c'est quoi? Les députés qui ont fait cette proposition sont encore les députés du bloc de la majorité présidentielle. Suivez un peu l'histoire du COS Lépi. C'est eux qui ont bloqué l'installation du COS Lépi. Si nous sommes en retard aujourd'hui sur l'installation du COS Lépi et même sur le travail du COS, c'est encore eux qui ont bloqué ça. Puisque la Cour, au lot, a fait des injonctions. On dit oui, la Cour n'a pas d'injonction à donner à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'ils ont dit. Mais a dit à l'Assemblée nationale, vous devez installer dans tel délai. C'est eux qui ont pris le retard. Et qui ne l'ont pas fait. Et qui ont refusé de respecter la décision de la Cour constitutionnelle. Et lorsqu'on a changé de président de la Cour, que désormais le président de la Cour vient de leur camp, ils ont obtempéré. Vous avez observé ça avec nous tous. Tout ce retard qu'on a pris, c'est de leur faute, encore une fois. Donc c'est eux qui ont les manettes, qui jouent comme ils veulent, qui respectent les décisions des institutions comme ils veulent,
Et finalement, c'est le même COS-LEPI qu'on a refusé d'installer, c'est le même qui est revenu encore, avec des mois de retard. C'est heureux alors aujourd'hui que le COS-LEPI, comme vous le dites si bien, travaille. Nous sommes très vigilants, très regardants par rapport au toilettage de la liste électorale, parce que c'est là aussi un enjeu important des élections. Ils ont voulu nous faire aller aux élections avec le RAVIP. Ils ont tout fait pour que le RAVIP, qu'on arrive à extraire du RAVIP la liste électorale. La Cour a été vigilante et a rappelé qu'on ne peut pas le faire avant une certaine échéance. Finalement, nous sommes dans l'espoir que nous irons aux élections avec la LEPI actualisée. C'est le défi à relever. Et pour nous, c'est l'un des défis les plus importants. C'est encore plus important que l'amendement du Code électoral. Donc, Balo, on y reviendra sans nul doute, le COS-LEPI, la liste. Avec quelle liste va-t-on aux élections? Mais en attendant de vous retrouver pour des instants d'éclairage sur ces questions, si vous, d'accord. Donc, Balo, en 15 secondes, vous devez clôturer cette émission. Que direz-vous? 2019 et législative, quel enjeu cela représente pour vous? De toutes les façons, nous on est très heureux et nous on est très sereins, je veux le dire, mais les enjeux sont nombreux. D'abord, il faut renouveler la classe politique. C'est important que les populations, pour 2019, renouvellent la classe politique. On ne peut plus continuer à gérer l'Assemblée nationale avec des personnalités qui ont leur avenir derrière elles. Première chose. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est qu'il faut revenir sur beaucoup de lois qui ont été votées jusque-là. Il y a des lois qui ont été votées, qui sont des lois conjoncturelles, qui n'ont pas réglé des problèmes pour l'avenir. Et ça, c'est important de le dire. Ça fait partie des prochains défis que on y revient. Donc, Balo, merci. On vous aura compris. Oui, Babatoundé Biaou, vous avez la parole. Ben merci, Joël. Je vais dire que nous, on n'a pas à paniquer. Et comme d'ailleurs, donc l'homme l'a reconnu, on va initier des choses. On est là pour travailler au sein de la majorité présidentielle. Elle est bouillante, comme vous le voyez, et c'est ça, c'est pour ça. C'est quand vous parlez de changement de la majorité, comment on appelle, de la classe politique, du personnel politique, c'est aussi ça. Il faut que de nouvelles choses de nouvelles têtes puissent apparaître, et que de nouvelles idées puissent apparaître. C'est dans cette dynamique que nous sommes, et je pense que tous vos vœux, ils seront exaucés, c'est clair, il y aura une bonne liste, et puis voilà, et vous allez voir que les élections, nous allons les gagner. Babatoundé Biaou, merci à vous, donc Balo, chers téléspectateurs, merci, et cette émission prend ici. Non, il faut se accompagner ici cette citation du poète français, le grand renommé Jean de La Fontaine. En toute chose, il faut considérer la fin. Merci pour l'attention. À très bientôt.